Dans le cadre du second chapitre du cours de géodynamique externe, on va essayer de traiter les agents de transport en masse, c'est-à-dire les entraînements par chute, par gravité ou bien par glissement de terrain. Alors, ce sont bien sûr un certain nombre de phénomènes qui sont liés à des actions qui sont surtout mécaniques et qui favorisent l'érosion. Alors, les agents de transport en masse, ils désignent et ils représentent un peu les agents d'érosion avec un rôle essentiel, c'est de façonner les versants. C'est-à-dire, on a des versants et ils sont façonnés, c'est-à-dire ils sont sculptés, ils vont prendre une forme par les phénomènes d'érosion. Le façonnement, et ce façonnement, il est soit lié à l'altération qui est superficielle, qui se fait à la partie superficielle, c'est-à-dire dans les sols, à certains climats, c'est soit le rôle du climat, soit le rôle directement mécanique des parties superficielles, soit les deux à la fois. C'est-à-dire, en liaison avec l'altération superficielle, se placent les éboulements, c'est-à-dire les glissements de terrain et la forte reptation du sol. L'éboulement, c'est-à-dire un glissement qui est spectaculaire et qui vient d'un seul coup. Il est un peu brutal. Mais les glissements, les reptations des formations superficielles, généralement les formations superficielles ont un pondage ou bien une morphologie qui est presque plane. Donc même le déplacement n'est pas rapide. Et si le déplacement n'est pas rapide, c'est-à-dire, bien sûr, il y a toutefois un déplacement vers le bas, mais qui n'est pas rapide. Et il dépend tout d'abord encore par le contenu, c'est-à-dire du sol. Il y a le sol qui est très gorgé en eau, il y a le sol granulaire, il y a le sol fin, etc. Et les différentes rhéologies, etc. du sol, ils jouent un rôle important sur le taux de reptation des sols. Maintenant, on va essayer de voir les influences des climats sur le transport en masse. C'est-à-dire, si les éboulements peuvent se produire sur à peu près sous n'importe quel climat, les glissements de terrain et la solifluxion sont tributaires surtout d'une forte imprégnation d'eau. Pour avoir une reptation, il nous faut une imprégnation d'eau. Il faut de l'eau. S'il faut de l'eau, il faut de la pluie. S'il faut de la pluie, alors il faut des précipitations qui sont fortes. C'est-à-dire que les reptations, ils sont tributaires des saisons. Et surtout dans les saisons qui sont ils se produisent surtout dans les saisons qui sont très contrastées. Bien sûr, dans les pays, il y a des pays avec deux saisons, il y a des pays avec les 4 saisons, l'hiver, l'automne, etc., l'été, etc. Alors, j'ai dit, les grandes pluies, ils se présentent, et les glissements de terrain, les reptations des sols se trouvent plus spectaculaires pendant la période de pluie. Mais les inondations sont au contraire. Les plus spectaculaires sont pendant l'été. Malgré que les pluies ne sont pas très fortes, mais il arrive d'une façon qui est soudaine, rapide, et puisque la terre se trouve asséchée, automatiquement, qu'est-ce qu'on a? Une fois la terre elle est asséchée, ça pénètre directement de l'eau, ou bien ça reste en surface. Cette eau qui reste en surface, ça donne un écoulement diffus et ça nous donne exactement, c'est l'essentiel des inondations qui se produisent. D'ailleurs, c'est l'exemple de Sidi Ifni il y a, je crois, 2-3 ans. Sidi Ifni, c'est dans une zone désertique et les inondations les plus spectaculaires, ils s'y sont passés. Alors, je vais illustrer quelques exemples pour les climats tempérés. C'est-à-dire, les climats tempérés, c'est comme dans les climats à nuances méditerranéens, c'est d'ailleurs comme le climat du Maroc. On trouve un rôle très important des rôles du ruissellement diffus. D'ailleurs, dans les zones à climat tempéré, on trouve beaucoup de rivières, une végétation qui est dans les normes, soi-disant. On trouve beaucoup de rivières, par exemple au Maroc, on a le Sebou, on a le Omaoubé, etc., etc. Ce sont des grandes
rivières à écoulement diffus par endroits. Et dans les Alpes, bien sûr, toujours, et dans la partie espagnole, les Pyrénées, etc., il y a des écoulements diffus qui sont très importants. Alors, dans ce cas, là aussi, il peut y avoir la formation des chevelus de ravins. Ça s'appelle les chevelus de ravins, ce qu'on appelle des badlands. Les badlands, ils ne sont pas si mauvais, ils sont très jolis à voir. Mais lorsqu'on dit badlands, les mauvaises couches, parce qu'ils résistent mal à l'érosion, parce que ce sont des couches fragiles. Mais une fois on les sculpte, on les érode, alors surtout pour ces couches qui sont imperméables, et surtout lorsqu'il y a plusieurs couleurs de ces couches, le vert, le rose, le rouge lit de vin, etc., ça donne des couleurs qui sont très intéressantes et ça se trouve beaucoup dans le... Et d'ailleurs, ce sont les plus beaux exemples qui donnent les meilleurs sites touristiques dans l'Arizona, aux États-Unis d'Amérique. Alors, pour les influences des climats subarides, c'est-à-dire qu'ils sont, cette fois-ci, ils ne sont pas méditerranéens, mais les subarides, ils sont péridésertiques. C'est-à-dire, lors des rares, mais les puissantes précipitations, un climat désertique, c'est la chaleur, il fait chaud, etc. Mais parfois, il y a des précipitations qui sont rapides et qui sont très rares. Là, c'est grave. Et qui n'ont pas eu le temps de s'infiltrer. C'est-à-dire, lorsque la pluie tombe rapidement, elle ne trouve pas le temps pour s'infiltrer dans les couches. C'est-à-dire, elle reste en surface. C'est-à-dire, il se présente, il va se produire des écoulements, surtout qui sont en nappe. C'est ce qu'on appelle sheet flood. Ce qu'on appelle sheet flood, écoulement en nappe. Il entraîne la totalité des formations meubles, bien sûr, parce qu'elles sont les moins compétentes, entraînant la totalité d'un versant pour se redéposer un peu plus loin. Soit on va transporter les éléments lorsqu'ils ne sont pas cohérents, soit on va essayer de les déplacer le plus loin. Parfois, on déplace toute une masse, soit rocheuse, soit une masse argileuse, etc., de formation meuble, il va se déposer plus loin. Il résulte en alors des formes d'érosion et d'accumulation, notamment dans les pédiments, c'est-à-dire au pied des montagnes. Les pédiments, ou bien ce qu'on appelle les glaciers d'érosion, ce sont des accumulations alluviales, c'est-à-dire les phénomènes de fluvialité sont ceux qui l'emportent, correspondent à des accumulations alluviales, souvent situées au pied des reliefs. Donc, au pied de relief, en chaîne de montagne, on essaie d'éroder. Il y a les différents transports par des écoulements diffus, ou bien parfois par gravité. Ils se déposent au pied de la montagne. Au pédiment, ils forment des formes en éventail. Je vais montrer tout à l'heure une photo qui montre celle-là. Dans les régions arides subarides, ces accumulations sont souvent associées à des zones faiblement pentées, voire planes, où la roche est nue. Généralement, la pente n'est pas très faible. Mais dans ce cas-là, on a deux types de dépôts. Soit on a des mud flows, soit on a des débris flows. Si en bas de montagne, on a le pourcentage des débris, des éléments grossiers est très important, on parle de débris flow, c'est-à-dire un écoulement de débris. Mais si la taille des éléments est moins importante, là, on parle plutôt de mud flow. Mud, c'est argile en français. Et mud, c'est argile en français, c'est-à-dire automatiquement, on va essayer de faire un déplacement. D'accord? Et ce déplacement, le transport en masse, est caractérisé par des fortes concentrations de particules solides, un mouvement de solides en masse et un écoulement qui est laminaire. Son rôle, c'est la dénudation des roches et le transport des sédiments qui est primordial. Il s'observe aussi bien dans l'air
que dans les masses d'eau et s'exprime dans une grande variété de processus. C'est-à-dire ces différentes modalités, soit on peut avoir ce qu'on appelle la reptation du sol dont on a parlé, de soil creeping, c'est-à-dire c'est le sol qui se concentre et qui est rythmé par les saisons, soit on peut avoir des phénomènes qui sont encore plus graves, c'est ce qu'on appelle les avalanches. Les avalanches, c'est-à-dire ces phénomènes, ce sont des chutes qui sont plus spectaculaires, comme les chutes dans les glaciers qu'on trouve dans les pôles Nord. Donc la reptation du sol, ce qu'on appelle aussi la solifluxion, c'est le déplacement vers le bas des masses rocheuses ou bien d'un certain nombre d'éléments qui sont liés à un glissement de terrain. C'est-à-dire, le sol se trouve en déséquilibre. Et généralement, c'est causé par les précipitations qui sont brutales. Les sols se déplacent suivant la pente, c'est-à-dire plus la pente est forte, plus la vitesse est très importante. Plus la pente est faible, plus la vitesse est moins importante. Qui les composent sont soumises à des forces dont la résultante n'est pas selon la verticale. C'est-à-dire, tout simplement, on a une force de gravité et il y a une force de glissement. La force de glissement n'est pas verticale. La force gravitaire, elle est verticale. Sauf pour les chutes par gravité. Pour les reptations, non. Ce ne sont pas des chutes par gravité, mais il y a une pente. Le climat, c'est le principal contrôleur qui rythme, en effet, l'alternance des périodes, c'est-à-dire l'alternance entre période sèche et une période humide, et effectivement, l'alternance journalière des variations de température, ce qu'on appelle la cryoclastie. C'est ce qui va évoquer un phénomène qu'on appelle le gel des gels, c'est-à-dire la roche poreuse ou bien la roche fracturée, dans les périodes qui sont humides et surtout dans les zones montagneuses, les roches vont être remplies et les fractures vont être remplies d'eau. Cette eau va devenir glace le soir, elle va augmenter automatiquement de volume. Ainsi de suite, le jour, la nuit, le jour et la nuit, bien sûr, la fracture ou bien l'apport se trouve un peu écarté. Et une fois elle est écartée, bien sûr, il va y avoir une chute. Et après chute, il y aura de l'érosion. Après l'érosion, les petits éléments, plus les éléments sont de moindre taille, plus ils seront déplacés plus facilement. C'est-à-dire, tout simplement, la vitesse de reptation, c'est elle qui diminue plus ou moins les sols. Les sols, ils peuvent se diminuer de 0,01 mètre par an. Rien que par l'érosion superficielle, ça c'est dans les zones tempérées. Alors, en ce qui concerne l'avalanche, elle implique des matériaux granulaires sans cohésion et qui se déclenchent lors de l'érosion de falaise. Donc c'est le contraire des soil creeping. Là, l'avalanche, c'est les brutales. Il se déclenche. C'est comme un interrupteur. Tu pousses et voilà un amas chaotique de glace ou bien de roche. De glace dans le pôle Nord ou bien de roche. C'est ce qu'on appelle les serras, ces amas chaotiques qui subissent une chute qui est gravitaire. C'est la raison pour laquelle on utilise le terme déclencher. Donc il se déclenche rapidement et automatiquement et se fait dans des endroits à pente glaciaire s'accentue. Donc automatiquement, pourquoi? Parce que les matériaux sont non cohérents. Non cohérents, c'est-à-dire l'eau il peut pénétrer facilement. Et les fractures sont plus faciles. Les dépôts résultants ont une forme de lobe allongé dont le rapport épaisseur est plus supérieur à 0,1.
En outre, on peut parler des glissements de terrain. Il y en a deux types. Je vais montrer tout à l'heure la figure. Il y a le glissement rotationnel qui se produit dans une surface incurvée et le glissement de terrain qui est transactionnel et qui se fait par une surface qui est plane. Donc selon la surface, soit il va se glisser, là on va faire intégrer une formule qui intègre les angles, bien sûr avec toujours le P égale mg pour les deux, mais pour le glissement rotationnel, donc je vais essayer de mettre figure. On a deux types de glissement de terrain. On a la masse rocheuse, le substratum, là, et pour moi, une roche, voilà. Et voilà, il pourra se déplacer là. C'est-à-dire, je peux intégrer cette partie qui est isolée de cette partie. Alors, automatiquement, celle-là, elle va glisser, mais elle va glisser selon cette force-là. Et bien sûr, il y a ces zones de frottement. Et bien sûr, il y a le P égale mg. Et puisque c'est une masse rocheuse, que ce soit des tonnes, qu'il peut y avoir des tonnes, etc., donc il va glisser. Et bien sûr, celle-là, c'est une pente. Et puisque c'est une pente, elle a un angle alpha par rapport à l'horizontale. Donc, plus la pente est importante, plus le glissement de terrain il est plus rapide, plus la vitesse est très importante. Alors, pour les surfaces incurvées, donc là, c'est les surfaces. Donc, il y a la force de frottement. Eh bien, évidemment, on peut mettre une résultante entre les deux. Mais si la surface est incurvée, regardez là, j'ai un morceau qui va se déplacer. Là, la vitesse sera très importante. Il va se mettre là, mais à un moment donné, il peut arriver jusqu'à là. Un petit morceau qui s'est déplacé par là. Donc, automatiquement, V, il diminue. Il pourra y avoir, il pourra stopper. Donc, la vitesse est moins importante que, automatiquement, là, c'est incurvé, mais pour moi, ce sont les glissements les plus spectaculaires et les plus graves sont à surface qui est plane. Parce que là, il peut même s'arrêter. Là, il faut trouver une zone basse pour s'arrêter. Alors, c'est ce qu'on appelle, et les éléments qui seront effectués là, qui seront redéposés, là, ils vont remplir un peu cette zone. Donc, plus cette zone va se remplir, plus cette partie de glissement de terrain, la pente qui était forte, il devient faible. Parce que cela, il va être rempli par les éléments qui ont été érodés par les falaises et qui tombent progressivement et qui subissent un transport par la suite. Alors, il y a aussi les coulées de débris, ou bien ce qu'on appelle les débris flow. Les débris flow, c'est un mélange de proportions à peu près égales, mais les éléments, ils ont une taille qui est généralement centimétrique et qui sont grossiers. On peut même trouver des éléments qui sont très importants. Ils sont mal triés. Mais il y a ce qu'on appelle les mud flow, et les éléments sont bien triés, et les éléments